Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée vous présente l'Antidote. L'endométriose est une maladie qui touche 10% des femmes en âge fertile. Elle provoque des douleurs souvent insupportables et elle peut causer l'infertilité. Oui, je ne peux pas venir, j'ai des douleurs pendant mes règles. Malgré tout, elle reste méconnue et surtout, elle est encore mal diagnostiquée. C'est aussi une maladie mystérieuse car on ne sait pas réellement quelles en sont les causes. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs environnementaux, par exemple la dioxine, qui pourrait favoriser aussi ces attachements des cellules? L'endométriose peut être difficile à diagnostiquer parce qu'elle fait appel à toute une kyrielle de symptômes qui peuvent être très différents. Maintenant, de dire tous les mois à votre employeur oui, je suis malade parce que j'ai mes règles, franchement, enfin, ça me met mal à l'aise moi aussi. Le désir d'enfant est souvent très fort pour les femmes et les hommes en âge de procréer. Mais il existe plusieurs causes d'infertilité qui empêchent les couples de fonder une famille. Nous allons ce soir nous arrêter sur l'une de ces causes encore trop méconnues, l'endométriose. On en parle peu parce qu'elle touche directement l'intimité des femmes. C'est pourtant une maladie qui peut pourrir la vie à celles qui en souffrent. Bonsoir et bienvenue dans l'Antidote. Le désir d'enfant est parfois plus fort que la douleur de l'endométriose. Mais pour Yasmina de Pinot-Raymond, la douleur de l'endométriose était bien plus forte. Pendant 6 ans, elle a souffert pendant les règles, après les règles, durant l'ovulation, de douleurs intenses au ventre. Elle avait aussi une jambe qui s'endormait, qui lui faisait des lancers. Pendant 6 ans, elle a cherché la cause de ces douleurs. Et elle avait l'impression que son médecin ne l'écoutait pas. On m'a dit beaucoup de choses, surtout que c'était dans ma tête. Ça, c'était la majorité des choses qu'on m'a dites. Et puis on finit par y croire des fois. Parce qu'on se dit, mais je suis dans un pays où il y a une qualité de soins extraordinaire, ou voilà, et puis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me laisse pas guérir en fait? Donc peut-être que ça vient de ma tête. Mais puis à un moment donné, on est obligé de se poser ces questions-là, parce qu'on a le temps aussi de se poser toutes ces questions. Parce que pendant tous ces moments où on a mal, où on ne peut pas travailler, où on est à la maison, et puis les autres, ils vivent autour de vous leur vie sociale, leur vie active, et puis vous, vous êtes là comme si le temps s'arrête. Donc on se pose 1000 questions, 1000 questions. Les douleurs physiques, associées à la culpabilité d'être malade, de se rendre malade, mènent Yasmina à une première opération en urgence. On découvre alors de l'endométriose. Elle subira ensuite 10 opérations en 3 ans. Tous les 3 mois à peu près, j'étais à l'hôpital pour une intervention. Ça a été une période où c'était à peu près tous les 3 mois. Ouais. Et puis le temps où il y avait eu un peu plus de temps qui s'est passé, c'était des mois de douleur non-stop. J'en arrivais toujours à un point où je réclamais qu'on m'opère parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment pas. Je disais, maintenant, il faut guérir ça. Il y a des lésions, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas du tout, et puis il faut qu'on le guérisse, il faut qu'on l'enlève. Ça, c'est quelque chose que vous relevez? Vous vous êtes sentie seule avec cette maladie? Souvent, oui. Parce que les médecins me disaient, mais vous êtes un cas unique, c'est tellement incroyable, qu'est-ce que vous nous faites encore? On n'a jamais vu ça. Donc du coup, on se sent seul, on se sent seul, et puis on se dit, mais qu'est-ce que mon corps fait? Pourquoi il ne se laisse pas guérir? Pourquoi il fait toutes ces spécialités? Et puis au fur et à mesure qu'on parle et qu'on partage avec d'autres femmes, on se rend compte que c'est pas des spécialités, que ces spécialités, elles ont un nom d'une maladie qui touche 10% des femmes. Mais il a fallu des années avant que je me rende compte de ça.
L'endométriose est une affection qui touche l'appareil génital féminin. Elle toucherait environ 10% des femmes en âge de procréer. L'utérus est composé d'une couche interne appelée l'endomètre. Lors de l'ovulation, l'endomètre s'épaissit et en l'absence de fécondation, le liquide s'écoule dans le cadre du cycle menstruel normal. Mais avec l'endométriose, ce liquide va se loger un peu partout dans le corps, sur les trompes de Fallope, les ovaires, l'intestin. Chaque mois, pendant les menstruations, les cellules endométriales saignent et provoquent des inflammations très douloureuses. À chaque mois, ça peut faire plus d'inflammation avec ça. Avec ces inflammations, il y a toujours plus d'adhérence. Et quand il y a, par exemple, l'ovaire qui est atteint, ça peut faire des pseudokystes. Et ça se remplit toujours plus, et ça peut atteindre des mesures à 5 cm et plus, où il y a à l'intérieur de ces pseudokystes le vieux sang. Bonjour docteur. Bonjour, venez avec moi. Dorothea Wunder est l'une des rares spécialistes de l'endométriose en Suisse romande. Elle a vu depuis son entrée en fonction le nombre de cas augmenter. Elle se bat pour que cette maladie soit mieux connue, aussi pour que le diagnostic se fasse plus tôt, pour éviter l'évolution de la maladie. Quand il y a tellement d'adhérence, ça peut bloquer complètement les trompes, ça peut justement détruire entre guillemets un ou deux ovaires, ça peut même avoir aussi des effets inflammatoires peut-être à la muqueuse à l'intérieur de la matrice qui est le nid ou le lit d'embryon où il faut avoir l'implantation. Alors ça peut être relativement compliqué. C'est de moins en moins agréable. Non, c'était un peu la douche froide. Mais après, je me suis dit, bon, tranquille, je veux dire, c'est une maladie qui est là, qui est présente, mais elle se soigne aussi assez bien. Et puis, moi, je connais maintenant de plus en plus de monde qui ont eu ça et qui sont tombés enceintes. Donc, je me dis, pourquoi pas moi? On a facilement une barre dans les reins, mais ça, je pense que souvent on a. C'est des coups, des lancers dans le bas-ventre, dans le petit bassin. Ça vous tire jusque dans les jambes des fois parce qu'on a les jambes lourdes, donc on a de la peine un peu à avancer. Ça crée automatiquement une espèce de nausée, mal de tête. Parce que comme on perd du sang, j'imagine que vous faites en tout cas moi ça faisait comme des chutes de pression, donc il y a des fois où j'étais à la limite de tomber dans les pommes, je voyais tout blanc. Et c'est quelque chose à la longue chez moi qui m'attaquait à l'estomac. Donc vraiment, j'avais l'impression d'avoir un ulcère. Puis après, je me suis dit, mais non, si tu avais un ulcère, tu n'avais pas mal à l'estomac qu'une fois par mois. Donc j'essaye un peu de décomposer cette douleur. Nadia Ferni-Durogno est diagnostiquée l'an dernier alors qu'elle consulte en urgence pour des douleurs intenses au ventre, même après les règles. Mais l'endométriose fait partie de sa vie depuis son adolescence. À l'école, j'avais mon papa ou ma maman qui venaient me chercher. Et puis au travail, soit je restais chez moi, soit quand je me disais bon ça va aller, souvent on me disait mais c'est dans la tête, c'est ta... Comment on me disait ça? C'est ta résistance à la douleur, t'es un peu peignette, etc. Alors je me disais dans ma tête, ok, alors ce mois, même si tu dois tomber de ta chaise, tu vas aller travailler. Donc je me suis fait 2-3 fois violence, mais franchement, voilà, je sers à rien du tout sur ma chaise. Si j'ai affaire avec un client, j'ai juste envie de le taper. Je veux dire, c'est insupportable parce qu'on est super ciblé sur nous. On est complètement, on est un peu en transe, j'ai envie de dire. Parce que la douleur est tellement forte que les gens ils vous parlent et puis, je sais pas, c'est assez spécial comme sensation, quoi. Enfin, chez moi, je me disais déjà à l'avance, je sais que le 23 de ce mois, je vais être malade. Alors après, les gens me disent oui, mais toi, tu prévois d'être malade cette date. Je dis non, c'est juste que s'il y a des séances importantes ou s'il y a quelque chose d'important, je ne peux pas le prévoir à cette date parce que je sais à 95% que je ne vais pas pouvoir tenir l'engagement. Lors d'une laparoscopie, on découvre 2 énormes kystes à Nadia, des adhérences, un ovaire collé à l'intestin, des trompes de Fallope contorsionnées, tirées vers le bas, bref, un stade avancé d'endométriose.
Maintenant, je ne pensais pas que cette maladie pouvait court-circuiter au fait, ce désir d'enfant. En fait. Je voyais ça comme ça vous donne des douleurs de ventre quand vous avez les règles et ça s'arrête là. Maintenant, c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, souvent les gens me regardent un peu bizarrement et me disent c'est quoi? Enfin, ils comprennent rien. Et là, je trouve que c'est un peu dangereux dans le sens il ne faut pas non plus mettre, comment dire, il ne faut pas en faire tout un plat non plus, mais je pense qu'on est mal informé et puis on sous-estime beaucoup cette maladie. Donc ici, vous avez simplement la pointe de l'iceberg, une toute petite partie de la maladie. Mais le gros de la maladie, le gros de la lésion, se situe en dessous. Donc, pour traiter cette maladie, eh bien, il faut aller se frotter à l'intestin. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'on va devoir flirter avec la paroi digestive ici. On ne sait pas jusqu'où va aller cette maladie. Ce n'est pas une boule bien précise, c'est une lésion avec des digitations. Donc nous allons commencer l'intervention maintenant. Le professeur Jean-Marie Wenger opère 2 à 4 cas d'endométriose par semaine. Il est le gynécologue de référence en Suisse romande. Aujourd'hui, il opère une endométriose profonde. Il enlève un nodule qui perfore le vagin et qui est adhérent sur le rectum et sur les ligaments derrière l'utérus. C'est un peu comme un cancer dans le sens où, en effet, la maladie infiltre, la maladie détruit, la maladie fait ce qu'on appelle des néovaisseaux, donc crée sa propre vascularisation. Elle peut faire également des métastases ganglionnaires, comme un cancer, et puis elle récidive, elle peut récidiver. Donc tout ça ressemble fort à un cancer, mais ce n'est pas un cancer puisque c'est une maladie qui n'est pas mortelle et n'a pas l'agressivité d'un cancer quand même. Voilà. Tu tires vers toi, tu écartes. Elle est difficilement maîtrisable puisque c'est une maladie qui n'est pas une maladie mais probablement des maladies, puisqu'il n'y a pas une endométriose, mais différentes formes d'endométriose avec des degrés d'agressivité que l'on n'arrive pas à prévoir. Tire vers le haut. Voilà. Souvent, ces patientes sont des patientes qui sont dites difficiles, mais pour des bonnes raisons, c'est qu'elles ont mal. Elles ont mal depuis longtemps. Donc ça a des répercussions psychologiques qui sont importantes. Cet aspect multiforme de la maladie nécessite une approche multidisciplinaire. D'autre part, il n'y a pas que l'aspect chirurgical, il y a l'aspect médical, il y a l'aspect fertilologique, si j'ose dire, qui est complexe, et l'aspect psychologique et sexologique, bien sûr. Cette maladie, qui est une maladie qui peut être chronique, donc avec tous les effets secondaires d'une maladie chronique, nécessite quelquefois, voire assez souvent, une prise en charge psychologique pour rétablir une certaine stabilité chez ces patientes qui ont été perturbées par des années de douleur, de consultations quelquefois contradictoires. Elles se posent plein de questions sur elles-mêmes, sur leur façon de réagir. L'endométriose est une maladie complexe parce qu'elle a plusieurs expressions. Elle peut créer des nodules, des kystes, des lésions ou des adhérences. Voilà. Le diagnostic est posé suite à une laparoscopie, une intervention comme celle-ci qui permet de voir à l'intérieur de l'abdomen. Mais avant d'en arriver à l'opération, durant les premières anamnèses, parfois le gynécologue ou le médecin passe à côté de la maladie. Oui, alors pendant les règles, Je voulais encore savoir pour les cystites, c'était des vrais cystites. Il y avait des germes qui étaient retrouvés à l'analyse ou c'était comment? Le traitement c'était antibiotique? J'imagine que les traitements étaient des antibiotiques. Donc, Vous avez analysé l'urine toujours?
Oui. Toujours non, pas toujours. Oui. Mais quelquefois, ils vont analyser l'urine. Oui. Et il faut avoir le bon réflexe d'y penser. Même des symptômes de vessie, ça pourrait être une fois une endométriose, pas seulement des cystites ou bien d'autres problèmes. Des symptômes aussi de problèmes d'intestin, colonne irritable, comme on dit parfois. Les symptômes peuvent donc être très variables. Dans le cas de Myriam Darioli-Bongy, les douleurs provenaient de l'intestin surtout. Elle aussi a galéré pendant plusieurs années pour savoir ce qu'elle avait. Donc mon premier généraliste, finalement, il a fini par identifier que j'avais un problème d'anxiété qui me causait ces maux de ventre et ces angoisses. Donc à 19 ans, il m'a prescrit des antidépresseurs pour ces problèmes. Mais Myriam n'y croit pas et refuse de prendre des antidépresseurs. S'ensuit alors plusieurs années où elle accumule les mauvais diagnostics, où elle consulte plusieurs médecins et gynécologues différents, jusqu'au moment où elle est finalement entendue. Quand j'ai parlé de mes problèmes à ce gynécologue, que je lui ai expliqué un petit peu tout mon cheminement, il m'a juste regardée en me disant « ma pauvre madame ». Et puis là, j'ai senti que c'était vraiment la personne à qui je pourrais faire confiance et que j'allais être vraiment prise en main par ce médecin. Puis je pense que je lui dois vraiment énormément de choses. En 2007, elle est finalement opérée pour l'endométriose. J'avais finalement 2 nodules d'endométriose, donc 2 kystes sur l'ovaire droit, 1 sur l'ovaire gauche, 3 kystes d'endométriose dans le cul-de-sac vaginal et puis un très gros nodule d'endométriose, un gros kyste de 3 cm de diamètre qui en fait me faisait une occlusion intestinale presque. Enfin, c'était à la limite de l'occlusion parce que il me prenait en étau l'intestin et il était en fait encapsulé dans l'intestin. Donc au final, lors de cette laparoscopie, ils ont pu m'enlever 1/3 d'une ovaire. Sur l'autre, ils ont pu m'enlever que le nodule qu'il y avait, m'enlever les autres nodules et m'enlever 15 cm d'intestin qu'ils ont pu en fait finalement reboucher tout de suite. Et puis ça a été pour moi un moment fort au-delà du fait que ça m'a aidé dans la stérilité, que ça m'a aidé aussi par rapport aux douleurs, tout d'un coup de savoir pourquoi j'avais mal, juste de pouvoir mettre un nom là-dessus et puis de dire mais c'est pas moi, je suis pas folle, je me suis pas créé des douleurs qui n'existent pas, j'ai pas des douleurs fantômes. Ça a été aussi un grand soulagement. Et puis les douleurs, elles ont vite disparu et puis quelques mois après l'opération, mon médecin m'a fait faire de la procréation assistée, donc stimulation d'ovulation et insémination artificielle. Et à la première insémination artificielle, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Donc ça a été vraiment, vraiment magique. Je pense que toutes les douleurs de l'endométriose, elles étaient peut-être fortes, violentes, mais comparé à la douleur de ne pas savoir si on pourra être maman ou pas, je pense qu'elles sont vraiment rien. Vraiment. Il y a eu un gros bout. D'essayer d'apprendre à faire du fromage avec Nico, ça serait rigolo. C'est improvisé un peu. L'opération améliore la fertilité, pas toujours, parce que ça dépend des dégâts. C'est pour ça qu'il est important de faire le diagnostic de l'endométriose, si possible, le plus tôt possible, pour permettre d'abord d'établir un diagnostic de la maladie, l'étendue des lésions, et si possible arrêter l'évolution des lésions. Une fois le diagnostic posé, il existe certaines possibilités pour atténuer les douleurs. Prendre la pilule pour éviter d'avoir les règles peut par exemple stabiliser la situation. Suivre un régime méditerranéen est aussi conseillé aux patients. Mais l'opération est pour l'instant la seule façon d'améliorer la fertilité, dans 50% des cas. On a toujours à quelque part dans la tête ce désir et puis on se dit est-ce que ça a marché, est-ce que ça va marcher, à la fin du mois quand le verdict tombe, c'est décevant. Puis il y a tout qui est, c'est une pression psychologique, physique, c'est pas évident parce que
Vous avez un taux d'hormones qui n'est pas usuel dans le corps non plus. Vous avez des modifications de votre physique qui se fait. Enfin, je sais pas, c'est pas facile. Donc si c'est à court terme, j'ai envie de dire, c'est supportable. Mais à la longue, ça peut psychologiquement pas mal troubler. Hein. Donc, vous en êtes où là? Alors là, j'étais en ménopause artificielle. Et puis maintenant, il faut que je prenne une décision, soit refaire une insémination artificielle, soit carrément me diriger sur une fécondation in vitro. On est en plein dedans, on cherche, on se tâtonne. Donc voilà. Vous allez enlever vos chaussures. On va poser une fin d'échelle. Là, on pose Jeanne, puis je vous aide à enlever les vestes et tout ça. Voilà. Mon gynécologue m'a même dit, quand je suis tombée enceinte, d'aller allumer un cierge dans une petite chapelle. Voilà, donc c'était, ouais, je pense que c'était vraiment un petit miracle, ouais. Vraiment un truc tellement attendu, puis tellement incertain. Alors aujourd'hui, j'ai plus de douleur. Bon, il faut quand même dire que depuis 3 ans et demi, j'ai quasiment plus de cycle menstruel, comme en fait j'ai légèrement enchaîné les grossesses et l'allaitement. Donc entre période de grossesse et d'allaitement, j'ai eu très peu de mois pour vérifier finalement depuis 3 ans et demi et puis pour voir si vraiment c'était réglé ou pas. Donc je suis dans l'espoir que ça soit réglé. Pour Yasmina, c'est une toute autre histoire. Même si elle désirait avoir des enfants, elle voulait avant tout guérir. Un jour, elle demande à son gynécologue ce qu'elle doit faire pour y arriver. Celui-ci lui répond qu'elle irait mieux si on lui enlevait l'utérus. Cette idée la hante. Mais son gynécologue veut qu'elle fasse des enfants d'abord, insémination artificielle, puis fécondation in vitro, mais elle accumule les échecs. Je ne m'imaginais pas porter un enfant avec tout ce que ça veut dire pour le corps aussi, hein, la grossesse. Et ça me faisait terriblement peur parce que je me disais, mon environnement à l'intérieur, il est inhospitalier. Et puis c'est enflammé, et puis c'est douloureux, et puis c'est collé, et puis c'est, voilà, tout ça. Donc d'imaginer sereinement une grossesse dans ces conditions-là, c'était pas facile. Surtout que j'avais l'impression de ne pas être guérie puisque les douleurs revenaient à chaque fois. Donc je me disais pourquoi est-ce que ça changerait ? Et puis qu'est-ce que je fais si après ce bébé il est là et puis que je l'aime plus que tout au monde parce que c'était quand même mon rêve, mais que je peux pas m'en occuper, que je peux pas le porter plusieurs jours par mois, que je peux pas aller me promener avec lui. Non, c'était plus sage quoi. Elle décide de se faire enlever l'utérus. Mais une année plus tard, les douleurs reviennent. Elle change de médecin et se tourne vers Zurich, où on lui annonce qu'un nerf est comprimé par la maladie et lui cause la plupart de ses douleurs. On lui apprend aussi qu'elle s'est fait enlever l'utérus, certainement pour rien. Il y a beaucoup de gynécologues qui passent complètement à côté quand même. Tout le monde passe à côté de beaucoup de choses. Hein. Les gens qui opèrent l'endométriose ont peut-être un petit peu plus de facilité à détecter cette maladie puisqu'ils peuvent plus facilement l'imaginer, puisqu'ils l'opèrent, ils contrôlent ce qu'ils ont examiné, donc c'est plus facile. Je pense que l'information circule, c'est ça qui est important. Les gynécologues se forment. Donc la formation est continue de toute façon. Il y en a plein en fait, il y en a 4-5. Yasmina a voulu faire de son histoire un cas d'école. Elle est en train de mettre sur pied une association pour aider les femmes qui souffrent d'endométriose comme elle. Une association qui offre une permanence téléphonique. Il y a des retours de femmes qui disent je vous ai trouvé sur internet et puis je suis très soulagée de... Genre enfin. Ouais, enfin, c'était un peu enfin, ouais, exactement. Enfin, il y a quelqu'un qui m'écoute, enfin, je suis pas très Elle retrouve ce soir d'autres femmes atteintes d'endométriose. Ensemble, elles unissent leurs forces. Elles aimeraient mieux faire connaître la maladie. Elles voudraient surtout qu'il y ait plus de spécialistes de l'endométriose en Suisse. Est-ce qu'on peut avoir plus d'étoiles ? On fait vente aux enchères, ça cartonne sec. Pendant toutes ces années, on m'a souvent dit courage. À la fin des consultations, on me disait courage, madame, courage. Et puis moi, j'avais envie de dire chaque fois, mais du courage, j'en ai.
Mais c'est la force qui me manque au bout d'un moment, parce que c'est épuisant de vivre tout ça, parce que c'est vraiment fatigant. Et du coup, je pense que toutes ces femmes qui ont l'endométriose, elles ont du courage, mais il leur manque des forces des fois. Et puis cette force, on peut la trouver quand on se donne tous la main et puis qu'on avance ensemble en fait. Et de savoir qu'on n'est pas seul et de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça, puis de pouvoir partager, c'est hyper important. Et vous croyez que plusieurs femmes dans votre situation? Oui. Je crois pas, j'en suis sûre. Parce que je les ai entendues, ces femmes. Parce que j'ai recueilli leurs témoignages et qu'il y a bien des fois où j'avais envie de sauter au plafond, mais il faut pas, parce que c'est leur histoire et puis qu'il faut essayer d'agir de façon constructive. Il n'y a rien. C'est un peu compliqué, ça serait bien. Ouais. Donc pour moi, c'était pas clair. Je pense que pour les autres femmes, c'était pas clair. Pendant que les patientes s'organisent, les spécialistes et chercheurs tentent de mieux comprendre les causes de la maladie. Pour l'instant, plusieurs hypothèses sont avancées, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux comme la dioxine, la pollution, mais on ne sait toujours pas exactement pourquoi certaines femmes en souffrent et d'autres pas, ou pourquoi certaines femmes récidivent. Plusieurs zones d'ombre persistent donc, mais les femmes veulent aujourd'hui révéler cette maladie au grand jour pour ne plus souffrir seules, en silence. Il faut aussi savoir que certaines femmes peuvent vivre avec de l'endométriose toute leur vie sans le savoir, vivre normalement et même avoir des enfants sans passer par la case opération. Il n'y a pas de règles et c'est ce qui rend la maladie particulièrement complexe. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous souhaite une belle soirée, belle semaine. Au revoir.